presque 2h du matin, l'heure à laquelle je tourne cette vidéo. Une heure assez tardive, assez dark, pour un jeu qui l'est tout autant. Je veux bien évidemment parler de Cry and Fear. Alors si je devais résumer Cry and Fear, je pourrais pas vraiment. Si plusieurs vidéos iceberg de nombreux youtubeurs n'ont pas pu résumer l'histoire, c'est pas moi avec une vidéo de 10 minutes qui arrive. Mais toute chose a son commencement, et si je devais avoir mon commencement, le narrateur se trouve être le personnage qu'on contrôle tout le long de l'aventure, Simon Henriksson, un jeune homme de 19 ans, atteint de dépression et d'anxiété. Mais légère. Et là vous vous demandez, mais pourquoi est-il dépressif? Oh mon dieu, la dépression c'est pas bien et ça rend pas bien. Bah oui. Et c'est tout le cœur du jeu et de son histoire. Ce soir-là, comme à son habitude, s'isole dans les rues d'une random ville de Suède, je suppose, et tombe brutalement sur quelqu'un qui est visiblement grièvement blessé. Simon décide de porter à son secours, et... Après quelques flashbacks, on se retrouve incarné dans la peau du jeune homme avec un appareil photo dans une chambre, et visiblement, tout a l'air un petit peu surnaturel. On prend des photos sur des murs, sur des croix, et... Et c'est là le cœur de l'ambiance du jeu. Les jumpscares sont placés de manière si fine que ça en fait un chef-d'œuvre. Est-ce que je vous ai dit de jouer au jeu? Jouer au jeu. Simon se réveille alors dans une rue lugubre, avec seule chose en poche, couteau, téléphone. Sur ce dernier, affiché un message de sa mère. Où es-tu? Viens à la maison le plus vite possible. Il commence à se faire noir. L'objectif du jeu, rentrer chez lui. C'est la seule chose à laquelle il pense. Alors pour y parvenir, on commence à traverser une ville, et visiblement il a l'air de s'y passer des choses. Quel menteur celui-là. Tout semble désert, abandonné, jusqu'à résoudre la première énigme. Et juste après la résolution de la première, se trouve une silhouette, cachée derrière une porte, qui se ferme brutalement lorsque l'on s'en approche. Juste après ça, un texto. Regarde à ta droite. Et disons que la première rencontre qu'il fait dans ce monde n'est pas très amicale et propice à l'amitié. On verra plus tard que pas mal d'ennemis dans ce jeu ont beaucoup de symbolique et de signification dans le lore global. Et puis vint un autre texto, qui nous pousse à entrer dans des appartements assez... Deux ennemis nous marquent directement. Un bébé qui semble enveloppé dans un sac poubelle et une dame relativement âgée avec ses membres remplacés par des pics. Après avoir chopé la première arme à feu, on se retrouve face à un cadavre, sans doute celui de notre interlocuteur au téléphone. Et sans préliminaire, on se retrouve face à un boss qui sort de nulle part, sans aucune explication, mais j'en aurai une pour vous plus tard. Juste après l'avoir vaincu, se fait l'apparition du docteur Purnell. Et ce Purnell, il lui dit tout simplement à Simon... I can't trust you. I don't know if you're real. Just leave me alone. Et il se barre ce connard. Indirectement, on le retrouve plus tard en train de décapiter un autre quelqu'un. Et à la vue de Simon, il se barre à nouveau. Alors là, je pète un câble, vous! Le problème vient du boss qui est apparu juste après la disparition du docteur Purnell. Et ce boss a une nouvelle fois une symbolique très forte. On le verra plus tard. Après l'avoir vaincu, on se retrouve dans une réalité un petit peu distordue. Et on fait face à notre premier flashback, ce dernier dans lequel on se retrouve face à notre accident au début de jeu. Simon se retrouve une nouvelle fois plongé dans l'inconnu. Il sait pas si tout ça est réel, ou si c'est juste le fruit de son imagination et de ses hallucinations un petit peu débordantes, je dirais. Et les créatures qui nous pourchassent à travers toute cette ville... Je suis un samouraï, j'y vais, hein. ...n'aident pas vraiment à la situation. Fort heureusement, plus tard, on reçoit l'appel d'une jeune fille, qui nous demande de la rejoindre sur le toit d'un immeuble. Je refuse pas. Une fois arrivé sur le toit, il se rend compte que c'est Sophie. La fille qu'il aime, mais qui l'a rejetée. Et Sophie, elle a pas l'air très au courant de ce qui se passe avec les monstres et tout ce bordel. On peut déjà être mené sur une piste qui est la suivante. Simon est en plein bad trip. Apparemment, ça lui réussit pas trop. La raison pour laquelle Sophie l'a appelée est assez conne et incohérente au vu de la situation. Apparemment, elle veut aider et guider Simon à travers toutes ces épreuves. Sauf que quelles épreuves, si elle a affirmé qu'elle ne voyait aucun monstre et qu'elle ne savait pas de quoi il parle. Et comme réponse, Simon lui avoue une nouvelle fois sa flamme. Et il se fait amitié zone, comme on dit. T'inquiète Simon, t'es pas seul. On se rend compte via des flashbacks qui s'avèrent être la réalité, que Sophie a l'air assez malveillante. Mais lors de la rencontre sur le toit, ce n'est pas le cas. Et la discussion se termine comment ?
Ouais, vraiment, elle a sauté du toit. Et à la place apparaît une créature difforme, avec un visage féminin, lié à une chaise, fixée par des chaînes, et deux choix s'offrent à nous. Soit on la tue, soit on se barre. Et si ce choix est présent, c'est qu'il est primordial dans l'histoire. Et encore une fois, on le verra plus tard. Après l'université où on trouvera un fusible pour alimenter le métro, on se retrouve une nouvelle fois face au docteur Purnell, qui exécute à nouveau quelqu'un, en prenant la fuite juste après. Ce dernier drop 2 items, une clé et une batterie de téléphone. Sans pouvoir lui parler, se rend de nouveau aux appartements. Il faut que je retrouve là. Et on se retrouve à nouveau face à un flashback. He always goes back to the same place day after day, just watching it like it was yesterday. Despite the fact that it causes him tremendous anxiety, he insists on returning. He insists it's for therapeutic reasons, but I remain skeptical. He doesn't respond well to questions about his personal life, and became extremely angry when I mentioned events prior to what he insists on describing as the Black Day. His school and home life are no-go topics when discussing these feelings and anxieties. He told me the other day that he'd been seeing hallucinations, but couldn't give a clear description of what he'd been seeing. Naturally, I didn't take him seriously. I saw no evidence to suggest this was the case. Lors de ce flashback, tous les problèmes psychiatriques de Simon sont mis en lumière. Et si Simon évoque le jour noir, ce n'est pas pour rien. C'est évidemment lié à son accident. Au bout du tunnel, une pièce relativement étroite pour un boss fight assez perturbant. Parce qu'au centre de la pièce, une tête qui gigote dans tous les sens, plusieurs cages avec des monstres glauques. Dans tous les cas, il y a pas mal de choses à dire sur cette pièce. Au vu de ces restrictions, on peut vite lier l'état psychiatrique de Simon, désemparé, perdu, restreint dans ses choix de vie. Évidemment, comme cette pièce, et ces cages beaucoup trop petites pour ces êtres détruits par la réalité de l'existence. Et s'il n'y a que la tête et pas le corps, c'est pour une raison qui est évoquée dans le flashback juste après. On y voit le docteur Purnell discuter avec un flic, et expliquant que Simon ne retrouvera jamais l'usage de ses deux jambes. À partir de ce point-là, on est sûr de deux choses. Simon vit des hallucinations constantes, dues à sa dépression et potentiellement dues à la prise de médicaments. On peut maintenant lier les choses les unes aux autres. À commencer par le choix. Le premier choix qu'on a, c'est très simple. Elle est sans l'ombre d'un doute liée à Sophie. L'explication la plus simple et la plus rationnelle à mes yeux serait qu'en tuant cette créature, c'est en quelque sorte affronter la réalité, affronter son handicap grâce à l'aide de Sophie. Ou du moins grâce à l'image que Simon se fait d'elle. Et pour en revenir aux deux boss affrontés précédemment, le design du premier fait évidemment écho à la douleur et la souffrance que Simon endure tous les jours à cause de son handicap. Et je vous jure, essayez de prendre un marteau et un clou et de vous l'enfoncer dans le crâne. Et le fait que ce premier boss découpe Simon au niveau de la taille n'est pas anodin. C'est encore une fois un écho à son accident et au fait qu'il soit handicapé uniquement des jambes. Pour la signification du deuxième boss, il est plutôt colossal, Comme ma bite. couvert de bandages, mais surtout très lent, donc avec un petit peu de branlette intellectuelle, on peut en tirer deux significations. Ce qui me semble le plus probable, c'est le poids important qu'aurait le handicap aux yeux de Simon. Si on devait faire un tour global de tous les ennemis du jeu et de leur posture vis-à-vis de Simon, je dirais que ce qui prône le plus, c'est la frustration, via les animations d'attaque qui pourraient être symbolisées par la rage de Simon. Et cette rage, on peut la comprendre. Imagine, tu te fais rentrer dedans, t'as rien demandé, et tu perds l'usage de tes jambes. Un peu la haine quand même. Énormément d'ennemis dans le jeu font référence à son handicap et ses troubles psychiatriques. On pense peut-être à ce mob qui est collé dans son lit et qui flotte visiblement dans les airs. Et pour moi, l'ennemi le plus terrifiant, c'est... Il ne faut pas avoir peur. ou ce mec qui marche sur ses deux mains et qui a exactement la même tenue que Simon. Plus tard, Simon arrive enfin au métro et arrive à le faire fonctionner pour le prendre. Et ce métro, il se présente un petit peu comme une introspection pour Simon. Une intense réflexion, des ennemis qui surgissent de nulle part, et le train qui déraille à la fin. Le laissant ainsi dans une forêt assez sinistre, un décor qui met à nouveau mal à l'aise, mais je pense qu'on est habitué au vu de la gueule du jeu. Une fois sorti de la forêt, on se retrouve dans un hôpital psychiatrique, dans lequel on retrouve à nouveau le docteur Purnell, et on est face à notre deuxième choix. Et ce choix nous est proposé par Purnell en personne. En échange de l'arme, le docteur nous donnerait apparemment une clé pour déverrouiller la suite. J'accepte, je suis chaud. Le plus suspect dans cette histoire, c'est qu'il a apparemment déjà un gun. Donc pourquoi en avoir deux? Mais maintenant, peu importe le choix, il vous donnera la clé et vous tirera dessus, tout simplement. Here. There's no ammo in it though. Now, give me the key.
Cependant, Dans le cas où vous auriez donné l'arme, les dégâts subis sont beaucoup plus importants et surtout irréversibles. Si vous ne la donnez pas, vous prenez simplement des dégâts, mais vous pourrez gêner. Le plus probable serait que l'arme représenterait la confiance que Simon donne au psy, et que malgré le fait que la confiance soit dure à donner, elle est nécessaire pour la guérison mentale de Simon. Plus tard, on retrouve le docteur dans un grenier. Et évidemment, Simon, il a un petit peu la haine de s'être fait tirer dessus par le docteur. Alors il tente de le tuer à son tour, jusqu'à avoir un flashback. ça fait beaucoup là, non? Et puis elle explique que les médicaments seuls ne feront pas effet. Le travail de Simon sur lui-même sera nécessaire une nouvelle fois pour faire face à sa dépression et à son anxiété. Un exercice est alors proposé par le docteur, écrire un livre, dans lequel il écrirait tout ce qu'il ressent. Et Simon, il n'a pas l'air de mal le prendre, puisque dans un retour au jeu, on aperçoit la lueur du jour. L'ambiance est plutôt paisible, agréable, et il est parti faire un petit tour à bateau. Et finalement, il se retrouve dans sa ville de résidence, mais une nouvelle fois déserte, et sa maison vide. À moins que... un livre. C'est la seule chose qu'il retrouvera dans sa chambre. Et dans un nouveau flashback, on peut apercevoir Simon, dans son fauteuil, en train de rédiger ce fameux livre. Et c'est là qu'on comprend que tout ce que l'on joue depuis le début, c'est l'incarnation des traumatismes de Simon, écrite dans ce même livre. Et les deux choix qu'on avait à faire jusque-là se retrouvent maintenant primordiaux, simplement parce qu'ils déterminent la fin du jeu. On peut effectivement décider de ne pas affronter l'ébauche de Sophie et de ne pas donner l'arme au médecin, mais comme décrit dans les symboliques que j'ai expliquées précédemment, ça reviendrait à ne pas donner sa confiance et à ne pas affronter son handicap. La combinaison des deux choix mène Simon à se suicider. Avec cette première fin, on voit que Simon a fait le choix du déni, laissant le joueur avec une fin et une lettre assez sordide de ce dernier. Si, par le plus grand des hasards, on décide de tuer Carcasse et de ne pas donner sa confiance au médecin, dans cette deuxième fin, Sophie passe bien plus pour une amie qui a eu un soutien émotionnel important, mais toujours aussi insuffisant puisque Simon se suicide. Et Simon a toujours autant la rage contre le médecin. Les méthodes ne fonctionnent pas, et sa souffrance est éternelle et inconcevable. Lors de la troisième fin, s'il donne sa confiance à Purnell, mais qu'il n'affronte pas Carcasse, alors là, accepter sa déception amoureuse devient insurmontable, assez pour le laisser dans son envie suicidaire. Et enfin, vient l'acceptation. Il affronte Carcasse et donne sa confiance au médecin. Dans cette fin, il se suicide pas. Cependant, au vu de ses hallucinations, il tue 2 policiers lors de sa dernière démence, qui dans le jeu sont symbolisés par une version de Simon tout autre. Et on contrôle Simon qui fait face à lui-même, littéralement. Et lorsqu'on tue cette version de lui-même, en réalité, on tue 2 policiers innocents. Mais le plus important, c'est qu'il sera pris en charge par un hôpital psychiatrique le restant de ses jours. Pour en revenir à la première fin, on ne contrôle pas le vrai Simon, mais on contrôle sa version la plus sombre. Et cette version nous pousse à tuer le véritable Simon. En d'autres termes, il fuit le combat et préfère le suicide. Globalement, ce que le jeu essaie de faire comprendre tout du long, c'est que malgré la dépression et malgré l'adversité, nous avons toujours le choix. Et le jeu ne cache absolument pas la difficulté de faire ses choix. Au contraire, tous les choix sont justifiés et mis en avant, ce qui montre que tout est possible. Chaque chemin est subjectif, même celui de la mort. Je vous invite fortement déjà à jouer au jeu, parce que vraiment c'est une masterclass, mais allez voir toutes les fins par vous-même, je laisserai un lien dans la description pour accéder à toutes les fins. Merci infiniment d'avoir regardé la vidéo, j'espère en tout cas qu'elle vous aura plu, votre avis compte énormément pour moi pour évoluer sur cette chaîne YouTube, à plus.